Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ça va? Bon. Pendant que Jean-Marie Roire signe ses livres, je vais pouvoir vous faire un bref rappel historique, car ce soir nous allons faire un bond dans le passé, pas très important, 200 ans, un peu plus de 200 ans. Nous serons en avril 1814. Que se passe-t-il en avril 1814? Eh bien, l'Europe est à feu et à sang, parce que c'est la 6e coalition. D'un côté, vous avez les Anglais, les Russes, les Autrichiens, les Suédois et quelques États allemands. Et d'un autre côté, la France, le Danemark, l'Italie et quelques États allemands. Mais là, ça ne se passe pas très bien pour Napoléon, parce que la Grande Armée n'est plus ce qu'elle était. C'était mieux avant, comme on disait déjà. La retraite de Russie a décimé les grognards 2 ans auparavant. La campagne d'Allemagne, l'année d'avant, les a décimés aussi, et les jeunes recrues ne sont pas à la hauteur des anciens. Et voilà pourquoi Napoléon se fait battre au cours de cette campagne et doit signer en avril 1814 le traité de Fontainebleau par lequel il abdique. Que va-t-on faire de l'empereur pendant que le congrès de Vienne se réunit? Il faut l'exiler quelque part. On propose la Corse, les uns proposent la Sardaigne, finalement on donne à Napoléon le choix entre Corfou et l'île d'Elbe, et il choisit l'île d'Elbe parce que de là, au moins, il voit la Corse. En avril 2014, il débarque à l'île d'Elbe, et c'est là qu'intervient Jean-Marie Roire, que je vous demande d'applaudir. J'ai fait un petit rappel historique concernant le début de votre livre. J'ai raconté la 6e coalition, la campagne de France qui a été désastreuse pour Napoléon, le traité de Fontainebleau et l'exil de Napoléon à qui on a donné à choisir, je crois, entre Corfou et l'île d'Elbe. Et c'est là où votre livre commence, par l'arrivée de l'empereur à l'île d'Elbe. Et vous racontez la petite année qu'il a passée à Elbe, les 300 jours qui ont, dans une Europe absolument à feu et à sang. C'est ce qui vous a intéressé dans cette histoire de raconter ça? Beaucoup de choses m'ont intéressé, mais tout d'abord, si vous me permettez, je voudrais chanter une chanson. Mots. Non. Oui, la chanson, ce sera pour la fin. Je voudrais vous dire quelque chose de personnel et d'intime. Vous savez, j'ai une réputation d'arriviste. Je ne sais pas si vous l'avez dit dans votre présentation. Pas encore. Pas encore. Et j'ai d'ambitieux ou d'arrivisme, enfin bon. Et ce qui n'est pas complètement faux. Je veux dire, très souvent, les gens disent « mais pas du tout, je ne suis pas un arriviste ». C'est très rare qu'on arrive à l'Académie française sans être un peu arriviste. Mais enfin, c'est un autre problème. J'ai cette réputation. Mais ce qu'on ne sait pas, et ça, c'est l'aveu que je fais aujourd'hui, c'est que si je voulais rentrer à l'Académie française, c'est parce que j'avais une arrière-pensée. Je voulais être invité par Stéphane Hoffmann au rendez-vous de la Baule. Donc maintenant, je n'ai plus rien à prouver, maintenant que je vais m'arrêter d'écrire. Mais c'est vrai, et cela dit, c'est vrai que les rendez-vous de la Baule sont un peu une annexe de l'Académie française, puisque nous avons reçu... C'est peut-être plus amusant. Nous avons reçu Jean d'Ormesson, nous avons reçu Hélène Carrère-Dancos, nous avons reçu Amin Malouf avant qu'il ne devienne secrétaire perpétuel, ce qui prouve qu'il est quand même passé par la Baule pour accéder à cette charge. Nous avons reçu Michel Déon, nous avons reçu Félicia Marceau, enfin, voilà. Ils ont tous compris le chemin. Mais oui. Il faut passer par la Baule. Il faut passer par la Baule. Tout se fait à la Baule. Et d'ailleurs, Napoléon aurait mieux terminé s'il était venu à la Baule, au lieu d'aller à l'île d'Elbe. C'est le conseil qu'il aurait fallu lui donner. Parce que nous avons une île aussi, les Évins, où il aurait été très bien. Oui. Bon, voilà. Bien, on peut peut-être se séparer là-dessus. Non ?
Non, non, pardon. Le livre s'intitule « La maîtresse italienne ». On va en parler tout à l'heure. Elle s'appelle la comtesse Mignacci. Mais alors, c'est un livre très court, 160 pages, mais extrêmement dense, où vous nous promenez partout, à Elbe, à Vienne, à Paris, en Corse, enfin, dans la Méditerranée, en Italie, en Toscane. C'est un livre incroyablement dense. Or, on sait, parce que vous êtes déjà venu en 2012 pour votre livre sur Napoléon, la destinée, on sait votre attachement à Napoléon depuis votre premier roman, pratiquement. Oui, c'est juste. Parce que il faut que je vous avoue, là encore une confidence, et qu'il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie parce que quand j'avais 18 ans, je ratais mon bac. Ça ne faut pas le dire, parce que Hélène Carrère-Dancos, peut-être qu'elle le savait, mais sinon ça aurait beaucoup déçu, parce qu'on croit que je suis normalien à l'académie, mais j'ai mis 5 ans pour avoir mes 2 bacs. Donc j'avais raté mon bac, j'étais dans une chambre de bonne, je n'avais pas un rond, et en plus, ma petite amie venait de me quitter. Et elle m'avait quitté pour un crétin. Et elle m'aurait quitté pour un type remarquable. Bon, c'est j'aurais toujours pu comme comprendre, ça. mais c'était vraiment un imbécile. J'étais désespéré, au bord du suicide. Et à ce moment-là, j'ai lu le Mémorial de Sainte-Hélène. Et à ce moment-là, je me suis dit, on peut quand même s'en sortir, parce que c'est exactement ce qu'avait vécu Bonaparte à peu près au même âge. Donc, c'est ce qui m'a amené à faire ce livre sur Napoléon, cet essai biographique. Et Jean d'Ormesson, qui savait très bien mon attachement pour Napoléon, les raisons de mon attachement, a fait un article dans le Figaro Magazine en disant « ce n'est pas une biographie, c'est une autobiographie ». Donc, voilà. Si vous voulez, mais au-delà de mon cas personnel, parce que ce qu'il y a d'intéressant dans la littérature, c'est de hisser son cas personnel à quelque chose de plus général. Et c'est vrai c'est un exemple assez rare, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se limitent à leur cas personnel. Je ne citerai pas de nom, mais enfin, vous voyez. Et donc, j'essaie toujours d'arriver au cas général. Et je crois que parler de Napoléon, d'abord, ça évite la médiocrité, parce que c'est un homme qui, avec des défauts, n'a jamais été médiocre. Et en même temps, ça donne de l'espérance. C'est un excellent modèle. Et en même temps, c'est aussi une légende. Et nous avons besoin de la légende, parce que la légende, c'est la réponse qu'on donne depuis toujours à l'horreur de l'histoire. L'histoire est horrible. Il y a très peu de périodes de l'histoire qui ne soient pas horribles, parce que l'histoire est complètement ravagée par les guerres. Et ces guerres, elles sont toujours atroces. De quelque façon qu'on les prenne, elles sont toujours atroces. Et donc l'esprit humain a besoin d'échapper à cette atrocité. Il a trouvé un bon moyen, c'est la légende. Et ça commence avec une histoire d'amour, comme mon livre est très lié à une histoire d'amour. Ça commence avec la guerre de Troie. La guerre de Troie, c'est une histoire d'amour qui tourne mal. Enfin, des guerres, Napoléon en a mené quelques-unes. Il en a même engagé quelques-unes. Il en a fait beaucoup. Il a fait sa gloire sur le dos des autres, quand même. Non, attention, oh là là, non, attention, ça commence très mal. Non, Napoléon, pour une bonne part, a été contraint à la guerre par l'Angleterre. L'Angleterre ne voulait pas d'un républicain à la tête de la France. Il voulait nous imposer leur candidat, c'est-à-dire Louis XVIII. Et c'est quand même très fort. Louis XVIII est arrivé dans les fourgons de l'étranger, imposé par l'Angleterre. Donc, c'est l'Angleterre qui a persécuté en permanence Napoléon, et ça a commencé très tôt. Ça a commencé lors de l'expédition d'Égypte. Vous savez, Bonaparte avait l'idée de continuer après l'Égypte et d'aller en Inde, sur le parcours d'Alexandre. Et là, il avait pris langue avec un Raja qui s'appelait Tibu Saïd. Qu'ont fait les Anglais? Ça, c'est une méthode qui est vraiment très anglaise. Très anglaise. Ils ont fait assassiner Tibu Saïd. Et ensuite, ils ont essayé de faire assassiner
Napoléon lui-même. Il y a eu 25 tentatives qui ont été fomentées à Londres. Et surtout, il y avait un tsar de Russie qui s'appelait Paul Ier, qui était très favorable à Napoléon. Et si Napoléon et Paul Ier, si Paul Ier avait vécu, Napoléon était invincible, parce qu'il était vraiment avec un soutien. Mais Alexandre Ier n'était pas hostile tout à fait à Napoléon. Il a quand même il a participé à l'assassinat de son père par les Anglais. Ce sont les Anglais qui ont fait assassiner Paul Ier. Oui. Et vous avez raison, Alexandre était très ambigu vraiment sur tous les plans, mais particulièrement vis-à-vis de Napoléon. Il admirait Napoléon, il le jalousait, au point qu'on dit que quand il est arrivé en France, eh bien, à la Malmaison, il a eu une liaison avec Hortense. Enfin, bon, il a voulu se rapprocher de Napoléon. Et c'est vrai qu'à Vienne, au moment du congrès de Vienne, c'était un de ceux qui était le moins vindicatif vis-à-vis de Napoléon. Mais je voudrais qu'on revienne à cette histoire de légende dont vous parliez tout à l'heure. Dans leur dialogue, De Gaulle demande à Malraux « Où en êtes-vous avec Napoléon ?» Et Malraux répond « C'est un très grand esprit et une assez petite âme. » Et De Gaulle lui réplique « Chez les personnages historiques, le pouvoir de création légendaire prend la place de l'âme, ne marchandons pas la grandeur. » Mais il commence par répondre, quand il lui pose la question, là vous avez coupé un peu dans Malraux, il commence par lui répondre « Pour l'âme, il n'a pas eu le temps. » C'est quand même une bonne réponse. Oui, c'est vrai. Oui. Mais donc, c'est ce côté légende qui vous plaît, ce côté romanesque, au fond, dans la destinée de Napoléon, qui vous plaît depuis toujours. Mais c'est la parenté entre les grands hommes et les romanciers. Qu'est-ce que font les romanciers? Ils passent leur temps à créer de la légende. Que serait la guerre de Troie s'il n'y avait pas eu Homère? Que serait Napoléon s'il n'y avait pas eu Balzac, qui disait « il faut être le Napoléon de quelque chose ». S'il n'y avait pas eu Chateaubriand, qui, comme vous le savez, a oscillé entre l'amour pour Bonaparte, ensuite la haine, puis revenir à l'amour. Enfin, c'est le côté un peu hésitant et opportuniste de Chateaubriand, mais ça serait un autre débat. Et donc... et Stendhal, et Victor Hugo. Et Léon Bloy, et Barrès, et tous ceux qui ont participé à édifier la légende de Napoléon. Voilà, et moi j'arrive en bout de chaîne, si vous voulez. Mais je vous dis, s'il y a eu autant d'écrivains, c'est que ces écrivains, ce sont les alliés objectifs de la légende, avec les peintres, avec les musiciens. Et cette légende se crée, et ensuite, le public se rend compte à quel point il a besoin d'échapper aux horreurs de l'histoire, parce que l'histoire, c'est vraiment quelque chose à toutes les époques. Et vous voyez bien que dans la mythologie de De Gaulle, il y a toute une partie qui est légendaire, c'est la partie de la résistance. On a besoin de croire qu'il y a eu quelque chose de magnifique. On n'a pas tort, parce qu'il y a eu des héros extraordinaires, mais heureusement, on ne creuse pas, parce qu'on se rendrait compte qu'il y a eu tellement de différends entre les résistants. Jean Tullard, qui est le spécialiste numéro 1 de Napoléon, dit qu'il sort chaque jour dans le monde un livre sur Napoléon. Tous les jours. Vous voulez me casser mon cou? Non, mais c'est pour vous montrer que votre héros est un héros comme Mickey, si je puis dire, comme Tintin, universel. Et vous trouvez que mon livre ressemble aux 50 000 qui sont sortis? Il n'y a pas quelque chose d'un peu particulier? Naturellement, c'est un livre de vous, donc ça touche au génie. D'accord, ça va mieux. Oui. Non, mais il a fallu que vous fassiez du nouveau. Comment est-ce qu'on peut faire du neuf sur un sujet tellement rebattu? Eh bien, ça a été ma surprise. Parce que, comme vous le dites, il y a eu tellement de livres sur Napoléon. Et il y en aura encore. Il y a à boire et à manger, parce qu'il y a aussi des livres terriblement emmerdants sur Napoléon, comme sur tout. Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'on a parlé de tout à propos de Napoléon. De son bicorne, il y a eu des livres. De Joséphine, il y a eu une flopée de livres. D'Hortense, de son entourage, des maréchaux, vraiment de toutes les batailles.
on a passé son temps à décortiquer toute l'épopée napoléonienne. Et peut-être que vous avez l'explication. Comment se fait-il que le seul point dont les historiens n'aient jamais parlé, c'est l'histoire de la comtesse Mignacci, qui était la maîtresse de Campbell, le geôlier de Napoléon à l'île d'Elbe. Pourquoi les historiens n'en ont-ils jamais parlé? Mon maître Tullard ne consacre que 2 lignes à la comtesse Mignacci dans son histoire de Napoléon. Donc, il y a aussi, chez les historiens, quelquefois une faiblesse de vue ou quelque chose, une dimension qui leur manque. Et je vais, parce que moi, vraiment, je ne suis pas vis-à-vis des historiens, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les historiens. Ils en ont moins pour moi, mais enfin, c'est notre problème. Ils considèrent les romanciers un peu comme de grands enfants, un peu comment dirait, naïfs, oui. Je crois. Mais je considère que les romanciers aident à comprendre l'histoire. Certains aspects négligés, notamment tout ce qui concerne l'amour. Mais ça tient peut-être à la nature même des historiens. Quand vous les voyez, vous comprenez que l'amour n'est pas leur problème fondamental. Tandis que quand vous voyez un romancier, vous voyez tout de suite qu'il est là, les jeunes femmes de la Baule, ils le font rêver. Et donc, voilà, c'est normal, parce qu'elles sont très belles. Mais il y a de très grands romans sur l'époque napoléonienne. La Semaine sainte d'Aragon, Le Flamboyant de Séville de Paul Morand, La maîtresse italienne de Jean-Marie Roire. Voilà déjà 3 chefs-d'œuvre. Oui. J'essaie de me rattraper, mesdames et messieurs, comme vous le voyez. Il faut toujours flatter. On n'en flatte jamais assez. Donc, alors, quelle était la question? Oui, la question c'était donc cette comtesse Mignacci sur laquelle on sait très peu de choses. Vous avez rêvé sur elle, donc vous l'avez créée en quelque sorte. C'est un personnage de Jean-Marie Roire, oui. Comme Napoléon est un personnage de Jean-Marie Roire. Mais alors je vous préciserai que c'est le propre d'un écrivain, d'un romancier, dès qu'il touche à des personnages, ils deviennent ces personnages. Oui, voilà. J'ai fait 3 biographies. Napoléon, j'ai montré en quoi il était très proche de moi, ou plutôt j'étais très proche de lui. Un duc de Morny, j'étais très proche de lui, et un cardinal Albernise. Parce que, à quoi ça sert? Moi, je crois que les écrivains, ce qui est important, c'est qu'ils impriment leur vision. Et d'ailleurs, c'est ce que demande le lecteur. Il sait très bien que s'il lit un livre de moi, s'il en a lu d'autres, eh bien, il verra, il y a une marque particulière. Mais je voudrais apporter une précision pour dire que les romanciers ne sont pas les concurrents des historiens, mais le complément des historiens. Il y a un écrivain auquel je m'efforce de ressembler, qui est Stefan Zweig. Stefan Zweig qui a écrit des biographies, aussi des romans. Et il avait fait une biographie de Marie-Antoinette. Et dans cette biographie, il écrivait que Marie-Antoinette, disons le mot, avait couché avec Fersen. Ça a été un tollé avant la guerre. Les historiens ont dit, mais il dit n'importe quoi, où sont ces documents? Comme si on avait des documents dans ce domaine. Enfin, je ne sais pas si vous avez beaucoup de documents dans ce domaine, mais moi, j'en ai très peu. Je n'ai que des souvenirs. Et donc, tout le monde s'est un peu moqué de lui. Et il y a 3 ans, on a découvert une lettre de Marie-Antoinette dans les archives de la cour de Suède, et cette lettre avait été caviardée, méchamment caviardée pour qu'on ne puisse pas lire. Et il y a 5 lignes qu'on a enfin réussi à décrypter avec le laser, vous savez, des tas d'appareils très compliqués. Et qu'est-ce qu'on a trouvé derrière? Mais quelque chose de torride. Houellebecq à côté est un enfant de cœur. Ouais. Vraiment, c'est torride, et même le ministre de l'économie et des finances, qui est sur les traces de Houellebecq. Oui. Bruno Le Maire. Ouais. Même Bruno Le Maire est enfoncé par la phrase de Marie-Antoinette. Bruno Le Maire, dont un des romans avait été sélectionné pour le Grand Prix du roman de l'Académie, il y a quelques années. Oui. Il n'a pas eu. J'étais là à ce moment-là. Vous étiez là, oui. Non, moi je l'aime beaucoup comme ministre, c'est un titre remarquable. Comme romancier, c'est un peu différent, mais enfin, après tout, moi je trouve ça, ce qui est important en littérature, c'est l'intention. Voilà, on n'est pas obligé de lire, après tout. Bon.
Alors, cette comtesse... Attention, on va avoir un contrôle fiscal. Revenons à cette époque, revenons à l'île d'Elbe en 1814. Il faut quand même voir, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans ce livre, et les bouleversements auxquels cette génération a été confrontée. 1789 ne date que de 25 ans. En 25 ans, ils ont eu la monarchie, l'Empire, enfin, la Révolution française, l'Empire. Donc, tous ces gens sont bouleversés par l'histoire à ce moment-là, tous ces personnages, tous vos personnages. Et on se retrouve donc à l'île d'Elbe avec Napoléon qui fascine tout le monde, jusqu'à son geôlier anglais, Campbell, qui est fasciné par lui. Mais oui, vous savez, c'est un homme, on a beaucoup de mal à imaginer la personne de Napoléon. J'ai essayé de ce point de vue-là de lui rendre justice. Parce que c'est un homme qui a des qualités diverses. C'est à la fois un grand chef de guerre, c'est l'évidence. C'est à la fois un homme qui pense les institutions. Et en même temps, c'est un homme qui est plein de charme. Qui est plein de charme parce que c'est un homme qui aime s'amuser, qui aime faire des blagues. Et surtout, il a tel amour de la grandeur qu'il y a quelque chose de magnétique. Et quand les gens le rencontrent, ils sont tétanisés. Et on le voit, tous les Anglais qui vont venir le voir, tous les lords anglais, parce que il va être devenu la coqueluche des Anglais, eh bien, tous diront qu'ils sont restés sous l'emprise de son regard. Ils étaient complètement envoûtés par sa personnalité. Et dans cet envoûtement, il y a un élément qu'on oublie chez les grands chefs de guerre et qui est rare. C'est un homme qui aime les autres, qui s'intéresse aux autres. Il faut voir quelle passion il met à la fois pour soutenir ses soldats, il leur tire l'oreille, mais ce n'est pas seulement ça. Vous savez, il les reconnaît et il les aime. Et c'est très étrange de voir un homme à ce point, à l'origine, c'est vrai, de guerre, mais à ce point humain. Et il y a un exemple que vous ne trouverez jamais dans l'histoire, ni dans l'histoire récente. Vous ne pouvez pas imaginer le général de Gaulle, au moment où quelqu'un a tenté de l'assassiner, ce qui a été le cas de Napoléon à Vienne. Il reçoit son assassin, celui qui a fait la tentative, qui s'appelle Staps. Il va rester 2 heures avec lui pour essayer de le convaincre de ne pas recommencer. Et au bout de 2 heures, il dit tant pis, il n'y a rien à faire. Il a tout essayé pour éviter, pour convaincre Staps. Ce caractère humain, c'est invraisemblable. C'est très très rare chez F.T.F. Letta. Eh bien, cet ensemble de qualités, c'est ce qui fait, à mon avis, une part de la légende de Napoléon, et ce qui fait qu'il a laissé une trace, non seulement chez ses contemporains, mais il a laissé une trace après sa mort, et au point qu'on a revoté pour son neveu, Louis-Napoléon. Vous voyez, donc, je crois qu'il a laissé une trace très très grande. Pourquoi ? Et ça, il y a une explication de la part du président de la République, M. Macron, qui a fait il y a 2 ans une conférence à l'Institut. Il ne dit pas toujours des choses justes. Mais enfin, là, il a dit quelque chose que je trouve très intelligent. Il a dit « Nous avons tous quelque chose de Napoléon ». En 1840, les cendres de Napoléon reviennent en France. Louis-Philippe, roi des Français, les reçoit et il dit « Je les reçois au nom de la France ». Donc il y a une continuité là à travers les régimes. Bien sûr. Mais voilà. La rupture de cette continuité, c'est un des personnages de mon livre qui est Louis XVIII. Ah oui. Alors Louis XVIII, Louis XVIII a 59 ans à cette époque-là, et vous en faites un portrait, disons, peu flatteur. C'est un crétin. Il est intelligent, mais il est entouré de crétins. Son frère est un crétin. Son frère est un idiot. Oui, mais pas lui. Mais enfin, l'autre frère était intelligent, mais il a été guillotiné, oui, c'était Louis XVI. Voilà. Mais vous dites, ils ne comprennent plus rien, tous les Bourbons, au monde nouveau qui s'est installé. Oui, mais parce qu'ils agissent, ce qui est très mauvais en politique, ils sont animés par la haine. Par la haine et par la jalousie. Parce qu'il faut imaginer, et ce que je raconte dans mon livre, quand Louis XVIII s'installe aux Tuileries. Les Tuileries, c'est une maison de famille. Ils sont là depuis des siècles. Donc, les Bourbons, ils sont là. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a que des meubles. Jacob Desmalter, des meubles Empire,
il y a tous les souvenirs de Napoléon sont là, et puis, vous imaginez bien, tous les officiers, tous les soldats, tous ne murmurent que le nom de Napoléon, qui a laissé une marque. Alors, il est furieux de jalousie, et il a une maîtresse Zoé. qui essaie Oui. de ranimer un peu la flamme moribonde de sa vie sexuelle, mais elle a beaucoup de mal. Et donc, il vit dans l'aigreur, dans la rancœur, et il va essayer d'effacer la trace de Napoléon en essayant de détruire la Légion d'honneur. C'est pas d'ailleurs pourquoi je l'ai apporté aujourd'hui. Je me suis dit non. Donc c'est un personnage, disons, intelligent mais médiocre. Mais par exemple, le traité de Fontainebleau lui imposait de verser chaque année 2 millions de francs à Napoléon. Il ne l'a pas fait. Et donc Napoléon s'est trouvé à court d'argent. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il est parti de l'île d'Elbe. Est-ce que vous pensez que Louis XVIII aurait mieux fait de remplir ses obligations et de choyer Napoléon? Écoutez, à partir du moment où on signe un traité, si on ne répond pas aux obligations de ce traité, c'est qu'on manque à sa parole, puisque Napoléon va accepter de partir en signant un traité. Mais surtout, ça montre une très grande médiocrité. Voilà, une médiocrité. Et vous ne trouverez pas ça chez Napoléon. Napoléon incarne la France, il l'a dit, j'incarne la France de Clovis jusqu'au comité de salut public. Et vous savez, il y a une chose très amusante pour voir à quel point il incarne la France, c'est qu'un jour, on lui présente Fersen, et à qui il faut donner des avantages. Il refuse. Il dit, vous avez déshonoré la France. C'est-à-dire, il incarne tellement la France que même l'amant de la reine, pour lui est insupportable. Alors, c'est un homme très positif parce qu'il se retrouve à l'île d'Elbe et vous dites que dès le lendemain, il parcourt l'île dans tous les sens, il connaît tout le monde, il prend son cheval et il fatigue la bête, comme vous dites. Donc, c'est quelqu'un qui, même exilé, est heureux de faire des choses. En tout cas, il s'intéresse à la vie, il n'est pas aigri. C'est pas un enfant gâté. C'est un homme, il vient de perdre un empire avec 100 millions de citoyens, il a perdu un palais immense, il se retrouve dans une petite île, mais tout de suite, il va positiver les choses. Il va dire, je vais venir en aide aux citoyens de l'île d'Elbe, et il va construire des routes, il va planter des arbres, il va développer le commerce du fer, le commerce du marbre, donc, et il va s'intéresser aux autres, à la vie de ses soldats. Il va même jusqu'à, parce qu'il y a certains soldats qui ont attrapé des maladies vénériennes, il va faire venir des médecins pour les soigner. C'est vrai, il va dans le détail. Il est à la fois dans les sphères, dans la pensée au plus haut niveau, et en même temps dans le détail. Et alors, vous promenez le lecteur au congrès de Vienne, où là, on voit une autre figure que vous aimez bien sans doute, qui est Talleyrand. Talleyrand, qui est il est ambassadeur de Louis XVIII, il arrive au congrès de Vienne complètement pas très bien accueilli, et il retourne le congrès en faveur de la France. Oui, Talleyrand, il est ministre plénipotentiaire, et envoyé par Louis XVIII, et il doit une grande partie de sa carrière à Napoléon. Ce qui fait que, bien sûr, il va essayer de le faire assassiner. Ça fait partie en politique, ça faisait partie, peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu moins expéditif. Et ce qui m'a passionné chez Talleyrand, c'est que ce personnage qui détient le sort de la France entre ses mains, et qui est au congrès de Vienne, il est prodigieusement habile, mais en même temps, il a des malheurs privés, puisqu'il a abandonné sa femme, et il a pris sa nièce, Dorothée de Dino, et il est tombé fou amoureux de sa nièce. Alors là, c'est un peu compliqué parce que lui a 61 ans et la duchesse de Dino a 21 ans. C'est-à-dire, il y a une petite différence d'âge. Et d'ailleurs, quand je suis passé, j'ai fait une gaffe quand je suis passé devant les représentants de chez Gallimard. Il y avait beaucoup de dames très, très convenables.
Et là, je me suis permis de faire une plaisanterie qui est très mal passée. J'ai dit, ce rapport entre cet homme de 61 ans et sa nièce de 21 ans, cette histoire d'amour, c'est la seule partie autobiographique de mon livre. J'ai fait un bide complet. Oui. C'est des choses qu'on pouvait faire autrefois. C'est là où on voit que vous datez un peu. Avant, on pouvait plaisanter sur ces choses-là. Maintenant, c'est plus possible. Surtout que Dorothée aime le plaisir, aime oui. les plaisirs, la danse, le Elle bal. n'est fidèle qu'au plaisir. C'est ça. C'est-à-dire que les hommes passent en même temps que Talleyrand, elle a aussi 2 ou 3 soupirants, dont l'un, c'est là où vous voyez que l'histoire est passionnante, c'est qu'un de ces soupirants, qui est bien sûr un prince, c'est celui qui a accompagné Bonaparte de Fontainebleau jusqu'à l'île d'Elbe, un Autrichien, et qui lui a prêté, en arrivant, vous savez qu'on a fait un mauvais parti à Napoléon, et il y avait des huées, on voulait l'écharper, et Napoléon est obligé d'emprunter un costume, un uniforme, à un Autrichien. Et c'est cet Autrichien qui lui a prêté son uniforme. Et il va devenir l'amant de la duchesse de Nino. Vous voyez, ça se recoupe, c'est absolument invraisemblable. Talleyrand a un fils caché, enfin un bâtard au fond, qui s'appelle Charles de Flahault, lequel est le père d'un autre de vos personnages. Oui. Le duc de Morny. Et Charles de Flahault est un personnage aussi très intéressant parce que c'est un brave officier, il aime la monarchie au fond, mais il est très déçu par les Bourbons. Il est désillusionné. Oui, mais parce qu'il est resté fidèle. Et Charles de Flahault s'était engagé très jeune. Il avait été officier d'ordonnance de l'empereur. Et c'est un homme qui va rester fidèle et qui va faire partie un peu du complot pour faire revenir Napoléon à Paris. Il réussira à s'échapper parce que c'est le fils préféré de Talleyrand. Et Talleyrand va le protéger, va empêcher qu'on lui fasse un mauvais parti. Donc ça fait partie des personnages un peu lumineux, parce qu'il y a des hommes qui restent fidèles. Il y a Murat aussi, on croise Murat. Alors Murat qui était un brave, un héros, mais un type qui a peu eu le temps d'exercer son intelligence, on va dire. Non, je pense qu'il y a plusieurs sortes d'intelligence. Vous savez, je crois que Murat a l'intelligence de l'action. Quand il est sur son cheval, c'est un génie. C'est un génie pour entraîner les hommes, pour gagner une bataille. C'est un homme absolument formidable. Et puis, évidemment, il va avoir une carrière qui va être peut-être un peu difficile pour lui. C'est qu'il a épousé Caroline, la sœur de l'empereur, et il va se retrouver donc à la fois donc en Sicile, à Naples, et donc comme roi de Naples, il va être tout à fait inférieur à l'homme à cheval, et il va trahir Napoléon puisqu'il va s'allier avec les Autrichiens. Et là, à partir de ce moment-là, il va être dans une position très difficile. Il est très maladroit comme homme d'État, mais c'est pas le seul. C'est pas un stratège, disons. C'est un héros. Voilà. C'est un héros de légende, mais regardez, vous voyez la légende qu'il a pu laisser. Là aussi, c'est pas un personnage médiocre. D'ailleurs, c'est ce qui m'a passionné dans cette époque, c'est qu'il n'y a aucun personnage médiocre. Oui. Voilà, on est vraiment, et ça fait ça fait du bien aujourd'hui, parce que vous avez remarqué aujourd'hui, il n'y a pas que des gens exceptionnels, il y a aussi des personnages qui sont un peu au ras des pâquerettes. Mais alors, il y a aussi beaucoup de femmes dans votre livre. Les femmes de la vie de Napoléon, les femmes ont énormément compté dans la vie de Napoléon. On en voit quelques-unes. Il y a d'abord sa mère, bien entendu, mais il y a aussi parmi ses amours, Marie Walewska, qui vient lui rendre visite. Il y a Marie-Louise, qui ne vient pas lui rendre visite. Il y a toutes ces femmes. Ça compte beaucoup pour lui. Oui, mais pour des raisons différentes, puisque il voudrait que Marie-Louise vienne le rejoindre, parce qu'en même temps, il ne faut pas oublier que c'est la fille de l'empereur d'Autriche. Donc, si elle revenait le rejoindre, eh bien, elle serait une sorte d'otage et on ne pourrait pas se débarrasser de lui facilement. Donc, elle est à la fois, c'est une jeune femme. Elle a 23 ans. Elle est belle. Oui.
elle a beaucoup de charme, mais en même temps, elle est un peu volage, et il a très peur. Napoléon a toujours eu peur qu'elle le trompe. C'est très curieux. Même avec ses frères, il avait peur qu'elle ait une histoire avec un de ses frères. Donc, et puis finalement, elle ne vient pas parce que Metternich, qui connaissait son côté un peu volage, lui a présenté le général de Neipperg, qui va avoir une liaison avec elle et qui va lui faire 3 enfants. Voilà. Et Chateaubriand dira, en parlant de Neipperg, il a mis ses œufs dans le nid de l'aigle. Et vous dites de Marie-Louise, qui a épousé Napoléon, elle avait 19 ans, c'était une très jeune fille. Une jeune fille fragile, hésitante, sans grand caractère, un peu nunuche, à la fois gâtée et élevée dans la froide éducation des cours. Parce qu'il y a ça aussi, il y a cette différence entre les Habsbourg et Napoléon. Alors là, vous mettez le doigt, ça ne m'étonne pas de vous, parce que vous êtes tellement intelligent, oui. Et vous mettez le doigt sur la chose... J'ai de bonne lecture, c'est tout. Sur la chose importante, et sur l'incompréhension, parce que Napoléon comprend tout, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas comprise, c'est qu'il se dit, il voit Marie-Louise comme il voit sa mère, comme une Corse, vous voyez, alors que ça n'a rien à voir, comme une bourgeoise corse. Il se dit, Marie-Louise est la mère de mon fils, c'est mon épouse, donc elle va venir me rejoindre, comme aurait fait Laetitia. Oui, parce que le roi de Rome était également était avec sa mère. Voilà. Donc, il se fait des illusions parce qu'il fait comme nous faisons tous très souvent, il extrapole selon notre expérience avec des choses qui n'ont rien en commun. Tandis que les Habsbourg, ce qu'il n'a pas mesuré, c'est que les Habsbourg ne réagissent pas comme des bourgeois. Les Habsbourg, ils ont 15 siècles de dynastie. Ce sont des monstres froids. Ils ne voient que leur intérêt dynastique. Donc, le père et Metternich et le père de la jeune femme vont tout faire pour les séparer de Napoléon. Et ça, Napoléon a été incapable de le comprendre. Vous dites, tout empereur qu'il soit, il reste peuple. Voilà. Il le dira d'ailleurs lui-même, parce qu'il est très lucide. J'ai trop agi comme un bourgeois dans cette affaire. Mais c'est ce qui explique aussi la fascination qu'il a sur les gens. C'est pour ça qu'il fascine, c'est parce qu'il y a un lien qui ne s'est pas rompu entre lui et le peuple, justement. Oui, je crois que c'est... Mais il a compris, je crois, c'est ça qui est très fort chez lui, c'est un homme qui a une facilité pour comprendre toutes les catégories sociales. Et s'il a voulu recréer une monarchie, et il avait beaucoup de respect pour les aristocrates, il avait d'ailleurs ce mot, il disait « seuls ces gens-là savent servir ». Voilà. Donc il savait à quel point il y avait une tradition d'obéissance et dans les grands corps de l'État de la part de l'aristocratie. Donc il n'opposait pas le peuple, et voilà. Mais son importance, et c'est là où il a été essentiel, et c'est lui qui a maintenu un grand principe de la Révolution, c'est qu'il a accordé sa place au mérite. Et c'est ce qui explique que pour les Français, il reste l'homme, au fond, qui leur a permis d'échapper aux privilèges et d'organiser une société fondée sur le mérite. Alors, il parle à Campbell, et Campbell tient son journal. Et il dit à Campbell, la France avait besoin d'une aristocratie. Il fallait pour la constituer du temps et des souvenirs se rattachant à l'histoire. J'ai fait des princes, des ducs, je leur ai donné de grands biens, mais je ne pouvais pas en faire des gentilshommes en raison de la bassesse de leur origine. C'est vrai, ça c'est entre guillemets. Mais c'est une analyse intéressante. Oui, bien sûr. C'est pas du tout une préférence pour l'aristocratie, non c'est une constatation d'homme politique. Et d'homme politique qui a bien compris le pays qu'il a mené, au fond, dont il a mené le destin pendant des années. Et pourtant, la France était plus étroite à la fin du règne de Napoléon qu'au début. Non, ne dites pas ça. Non, ne dites pas ça. Mais c'est vrai. Vous savez, il y a quelqu'un que j'adore, et qui je parle très souvent de Napoléon, qui est Édouard Balladur. Vous savez, avec Édouard Balladur, très souvent, nous reprenons notre conversation sur Napoléon, et Édouard Balladur fait comme vous. Il dit oui, la France, quand il a quitté, était plus petite,
Puis voilà ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû faire ça, puis ne pas faire ça, ne pas faire la guerre d'Espagne, ne pas envahir la Russie. Et je lui dis, mais monsieur le Premier ministre, il aurait été Balladur, il n'aurait pas été Napoléon. Ah, vous êtes dur. Hein. Alors, ce qui est amusant dans votre livre, c'est qu'il y a tout... il y a, encore une fois, dans un livre de 160 pages, il se passe beaucoup de choses. Il y a toute une bande d'espions, de traîtres, il y a le clan corse, il y a le chevalier Mariotti, il y a des projets d'assassinat ou d'enlèvement. En 300 jours, il s'est passé beaucoup de choses dans cette petite île. Oui, mais ce qui m'a plu, si vous voulez, c'est que je trouve, vous savez, il y a une chose qui va peut-être vous surprendre, mais Pompidou disait « N'emmerdez pas les Français ». Moi, j'ai horreur d'emmerder mes lecteurs, et en même temps, j'ai horreur de m'emmerder moi-même. Donc, j'essaie d'écrire des livres que j'aimerais lire, donc où il y a du mouvement, où à la fois on change de lieu, mais là, ça correspond très bien, parce que au fond, il y a l'île d'Elbe, et l'île d'Elbe est entourée de personnes qui s'intéressent prodigieusement à Napoléon, puisqu'ils veulent le faire assassiner, et la décision finale appartient beaucoup moins à Louis XVIII qu'au congrès de Vienne. Et ce congrès de Vienne, vous savez, étrangement, il ne sait pas où il va. Au départ, ça pouvait tourner à l'aigre, puisqu'il y avait des dissensions terribles. Alors, ça se passait, ces négociations se passaient dans une ambiance tout à fait particulière, puisque c'était au milieu des fêtes, où tout le monde dansait. Il y avait beaucoup de balles, oui. On ne donne plus assez de balles. Oui, mais alors là, il y en avait. Et après les balles, il y avait encore des choses que je n'oserais pas parler, welbeckiennes, là encore, c'est-à-dire les empereurs, le tsar allait retrouver des maîtresses, des courtisanes. Bon, ils passaient leur nuit avec. Donc, c'est très complet, c'est très complet. Mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y avait un ministre de la police qui s'appelle Agère, qui notait tout. Parce qu'il ramassait tous les mots d'amour dans les poubelles. Voilà, et donc il savait absolument tout ce qui se passait, et il a pu radiographier ce mélange de politique et de vie amoureuse. Mais, et Napoléon, c'est en cela qu'il est un pragmatique, il n'a pas une idée précise de ce qu'il va faire. Il attend les circonstances. Et c'est selon la fameuse formule, il attend que la poire soit mûre. Oui. Alors, il y a, je crois, 2 chapitres où vous nous montrez Napoléon réfléchissant. Et Napoléon réfléchissant à ce qu'il peut faire. C'est-à-dire comment il va sortir de l'île d'Elbe. Et vous dites que cet homme d'action, ce génie de l'action, était justement un pragmatique et qu'il attendait le moment, mais qu'il préparait tout. C'était un méticuleux. Non, mais c'est un homme, c'est en cela qu'il est très complet. Et en même temps, il sait très bien que sa vie ne lui appartient pas complètement. Sa destinée ne lui appartient pas parce qu'elle est liée à des miracles. Et les 100 jours ont été un miracle. L'évasion de l'île d'Elbe a été un miracle. Oui. Un miracle, ben oui, puisque en principe, il ne pouvait pas s'évader. Il avait la flotte du chevalier de Brûlard en Corse. Ah oui, alors là, le chevalier de Brûlard, c'est encore un personnage. Encore un personnage, oui. Mais il était surveillé sous tout. Et donc, il va être très très malin. D'abord, il va faire croire que si jamais il s'échappe, c'est pour soulever l'Italie. Et ça, le colonel Campbell va tomber complètement dans le panneau parce qu'il a vu comment il avait été maltraité en France au moment après Fontainebleau. Donc il se dit, en effet, ils vont soulever l'Italie parce qu'il y a l'amorce du Risorgimento, il y a l'amorce d'une Italie qui rêve de devenir, de s'unifier. Et il va complètement égarer Campbell, qui, quand il va découvrir que l'oiseau s'est envolé, eh bien, commencera d'abord par croire qu'il est en Italie. D'autant que les circonstances n'ont pas été tout à fait favorables à Napoléon, puisque lorsque les bateaux s'en vont, le vent tombe. Ça, c'est une scène absolument extraordinaire. Et ça, je dois dire, lorsque Napoléon s'en va, il est 9h du soir, et il franchit le cap de Porto Ferraio, vous savez, à l'île d'Elbe, et d'un seul coup, il n'y a plus de vent.
Il n'y a plus de vent. Alors vous imaginez la tête de l'équipage, des gens qui sont là, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va dormir. C'est ça qui est extraordinaire. Il va dormir, et 2 heures plus tard, le vent se lève. Donc, il y a la foi permanente de Napoléon dans son étoile. Dans son étoile, et il l'avait dit, la balle qui me tuera portera mon nom. Mais alors, cette comtesse Mignacci, qui a complètement affolé le pauvre Campbell, ils ont passé assez peu de temps ensemble, 3 nuits, je crois. Il attendait la 4e. Il attendait la 4e, mais il l'attend toujours. Oui, moi aussi, d'ailleurs. Non, mais c'est-à-dire que, vous savez, les gens croient que les hommes sont attachés aux femmes parce qu'elles leur donnent. Mais très souvent, ils sont aussi attachés à ce qu'elles ne leur donnent pas. Voilà, c'est une stratégie. Les femmes me comprendront. Voilà. Donc, c'est très curieux, c'est très mystérieux, mais je pense... Vous savez, j'ai créé cette femme. Alors, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais c'est vrai que je me suis inspiré, n'ayant pas de documents, je me suis pas mal inspiré de ce que j'avais vécu. Et moi, dans mes livres, il y a surtout des femmes fatales. Oui. Et ces femmes fatales utilisent des arguments tout à fait spéciaux pour retenir les hommes. Et le pauvre Campbell est totalement affolé, enfin totalement, il est fou d'amour pour cette femme. Frédéric Beigbeder, dans l'article qui vous a consacré, dit de votre livre que c'est une déclaration de guerre à notre mollesse, à notre engourdissement et à notre siècle résigné, et que c'est un appel à l'action et au réveil. C'est un peu vrai. Je crois que si nous sommes aussi attachés à Napoléon, c'est que c'est ce que disait Barrès, un professeur d'énergie. Voilà. Avec Napoléon, on ne risque pas de s'ennuyer. Et je dois dire, c'est quelque chose qui, en effet, il nous réveille. On n'est pas dans l'apathie, on n'est pas dans la somnolence. Avec Napoléon, forcément, on est dans l'esprit de conquête, on est dans le mouvement. Et je crois que ça, c'est pour ça aussi qu'il a laissé... la France s'est souvent ennuyée, mais avec Napoléon, on ne peut pas dire qu'elle se soit ennuyée. Et surtout, et ça c'est ce que considérait De Gaulle, considérait qu'il avait réussi, non pas sur le plan territorial, vous avez raison, où la France était plus petite au moment de son départ qu'avant, mais il a élargi l'image de la France. Oui. Ce qui fait que dans le monde entier, l'idée de Napoléon est une idée qui enrichit d'une façon considérable l'image qu'on peut avoir de la France. Et 200 ans après sa mort, il est toujours vivace. Le rêve qu'il a levé. Il est vivace dans la population, dans le peuple. Mais curieusement, les gouvernants, il fait toujours peur aux gouvernants. Peut-être qu'ils ont peur d'être comparés à lui, oui. Mais je ne veux pas m'avancer. Mais c'est vrai que c'est étrange de voir que sous la Ve République, vous n'avez eu que 2 hommes qui ont fait des discours sur Napoléon. Ça devait être De Gaulle en 69, et puis pour des raisons de référendum, il était obligé de partir. Ça a été Pompidou, donc, à sa place. Et ça a été Macron, dans le discours que j'ai signalé tout à l'heure. Oui. Mais entre les deux, personne n'a parlé de Napoléon. Et on a même refusé de célébrer Austerlitz. Et pourtant, nous avions un Premier ministre qui avait écrit un livre sur les 100 jours, qui était M. Villepin. Donc, il y a toujours eu une sorte de crainte de parler de Napoléon, alors que toute l'histoire nous parle de Napoléon. Alors qu'à Paris, tous les boulevards ont pris les noms des maréchaux. Et je vais vous dire, moi, ce qui me choque, c'est qu'au fond, on célèbre la Révolution. Or, qu'est-ce que ça a été que la Révolution? Ça a été quand même, sur de grands principes, un ensemble de meurtres, d'assassinats, de tueries épouvantables, alors que Napoléon, d'une certaine façon, vous n'avez aucun massacre. Vous avez des guerres, mais vous n'avez pas de massacre. Et Napoléon a retiré de la Révolution son grand principe, qui était le mérite, et il a repris les acquis de la Révolution, mais il a réussi à les transcender, à en faire des institutions. Donc, je trouve qu'on serait mieux venu, plutôt que de célébrer la Révolution comme M. Darmanin, de célébrer comment Napoléon a sauvé
par son règne la Révolution. D'autant que nous vivons dans une société encore façonnée Complètement. par Napoléon, toujours. Oui, oui. Que notre droit, le découpage du territoire, tout ça. Et même à l'Académie française, puisque vos habits verts ont été créés par David, je crois. Bien sûr. Il s'est beaucoup intéressé à l'Académie française. Lui-même faisait partie de l'Institut, était membre de l'Institut, et il surveillait de très près les élections à l'Académie française, puisque vous savez, c'est lui qui a dit il faut que Chateaubriand fasse partie de l'Académie. Alors, ce qu'il ne pouvait pas prévoir, c'est que Chateaubriand était quelqu'un de très difficile à manier. Et vous savez qu'il a fait un discours que l'empereur a trouvé insupportable. Donc, on a refusé qu'il prononce le discours. D'ailleurs, oui, je crois qu'il y a une statue de Napoléon sous la coupole. Ah, vous êtes sûr ? Moi, je connais celle de Mazarin, mais celle de Napoléon m'a échappé. Il est derrière le bureau, je crois. Ah, oui, oui. On l'a peut-être retiré de temps en temps. Ah, peut-être. Pour nettoyer. Mais dites-moi, depuis le début de notre conversation, je trouve que vous critiquez quand même pas mal les hommes politiques. Vous critiquez le président de la République, vous critiquez Villepin, vous critiquez Darmanin, vous critiquez... on en revient à votre côté un peu révolté, Vous avez intitulé un de vos derniers livres « Mes révoltes ». Vous êtes toujours un petit peu debout, quoi. Vous protestez. Vous n'êtes pas docile. Non, c'est vrai que j'essaie de ne pas être un toutou académique. Bon, je crois que justement, quand on rentre à l'académie, il faut se méfier de... vous savez ce que disait Paul Valéry ? Non. Qu'est-ce que c'est qu'un bœuf ? C'est un taureau qui rentre à l'académie. Bon, non. Alors, non, il faut, je crois, ce qui est important, la faculté première qu'il faut conserver, c'est l'indignation. C'est l'indignation. Et vraiment, même s'il y a toute une part que je reconnais chez moi d'attirance sociale vers les honneurs, je ne le dissimule pas. Mais néanmoins, je me suis dit, il ne faut pas abdiquer pour autant un certain nombre de combats que j'ai menés, et notamment quand je me suis battu pour Omar Haddad. Comment va-t-il, Omar Haddad, aujourd'hui ? Pas très bien, parce qu'il attend toujours qu'on lui rende justice. Et vous savez, au procès qui m'a été fait, parce que j'ai été condamné à 100 000 € de dommages et intérêts dans cette affaire, et accessoirement viré du Figaro, eh bien, pendant ce procès, Maître Kiechman disait « Nous avons très bien compris pourquoi vous avez défendu Omar Haddad. C'était pour rentrer à l'Académie française. » Et à ce moment-là, Jean d'Ormesson, qui était venu me soutenir, dit « Maître, je crois que vous n'avez pas très bien compris ce que c'était que l'Académie française. Si on veut y rentrer, mieux vaut faire une biographie du roi du Maroc plutôt que celle d'un jardinier marocain. » Bravo. Non, parce que vous avez pris la défense d'Omar Haddad, en effet, la défense des prostituées. Enfin, de temps en temps, vous montez au créneau. Oui, mais une vie dans laquelle on ne s'indigne pas. Vous savez, la tendance des écrivains, et c'est connu, c'est de ne s'intéresser qu'à eux-mêmes. Mais je crois qu'il faut essayer de dépasser ce moi, cet intérêt, ce narcissisme, cet égocentrisme, pour essayer justement de réparer quelques injustices et de se consacrer aux autres. Mais se consacrer aux autres, c'est aussi revenir à soi-même. Et je vous remets, le jour où je suis passé devant ce tribunal, eh bien, j'ai appris énormément. Je me suis fait insulter par le procureur, par Maître Kiechman, père son âme, il vient de mourir. Et à ce moment-là, j'ai compris humainement, j'ai eu le sentiment ça va peut-être vous étonner, d'un enrichissement. D'un enrichissement parce que je connaissais une situation par laquelle étaient passés des milliers et des milliers d'hommes. Notamment un homme qui a quand même fait beaucoup parler de lui, qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qui est fondateur, au fond, de notre société, la société française, eh bien, dont tous les principes sont inscrits au fond non seulement de la société, mais de l'inconscient français, il est passé par ce terrible épreuve d'un tribunal. Et je crois que le tribunal, eh bien, c'est vraiment l'épreuve suprême de tout individu.
je crois, quand on est passé par un tribunal, et surtout quand, en l'occurrence, j'étais plutôt innocent, mais qu'on soit coupable ou innocent, on se rend compte de cette machine infernale qui est la société, que représente la société. Et il me semble que l'écrivain est là pour réparer les injustices de la société. Alors, les injustices institutionnelles, comme Omar Haddad, mais même toutes ces formes d'injustice de la société vis-à-vis de ce que nous ressentons. Nous ressentons parce que nous sommes épris d'une justice sur le plan humain. Le premier article que j'avais fait dans le Figaro, c'était pour défendre Gabrielle Russier. Vous savez, Gabrielle Russier, c'était cette jeune femme qui avait eu une liaison avec un de ses élèves. Bon, eh bien, là encore, c'était l'opposition entre la société et, disons, ce que nous ressentons, le sentiment que nous avons d'être en permanence, que notre vie personnelle est humiliée et est en contradiction avec ce que nous impose la société. Je crois que c'est ça la littérature. C'est cette défense de l'individu, de son âme, contre les dictates de la société. Oui, enfin, vous cherchez les coups quand même, parce que j'ai sous les yeux un article du Figaro que vous avez écrit en octobre 2023. Je ne vais pas lire le journal devant vous, mesdames et messieurs, mais enfin, vous vous attaquez directement à Emmanuel Macron, que vous qualifiez de Tartuffe de la langue française. Et vous dites, s'il est un domaine dans lequel le président de la République est loin de briller, c'est la défense de la langue française. Il faut chercher loin dans l'histoire de France pour trouver un responsable politique qui lui aura autant nui. N'est-il pas vertigineux d'avoir accédé à la magistrature suprême d'un pays qui a pour fabuleuse originalité d'avoir été construit par des écrivains et de ne pas connaître cette littérature et cette langue? Bravo. Mais Macron n'a pas trop mal pris. Macron a dit à un de mes amis qui était là, il a dit « Non, Roy est un anarchiste de droite, mais je l'aime bien quand même. » Voilà. Donc je crois qu'il a... Vous savez, c'est un Donc homme... il n'a pas compris de quoi vous l'accusiez. Oui, je crois qu'il a compris, mais je crois que c'est un homme qui est très étrange chez lui. Je crois qu'il comprend tout, mais le fait de tout comprendre en politique, ça ne veut pas dire qu'on va bien agir. Parce que justement, je crois que son intelligence lui nuit un peu. D'ailleurs, on le voit, je l'avais observé dans ses discours. Vous savez, un discours politique, parce que je commence à avoir un certain nombre d'années où j'ai fréquenté les hommes politiques, j'ai même connu De Gaulle, eh bien, un discours en politique, c'est annoncer des choses, être très clair et avoir une vision très claire. Et lui, ses discours, on le voit bien, il part, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose à dire. C'était un peu la phrase de Sacha Guitry en parlant des femmes, qui disait « Les femmes, elles parlent, jusqu'à ce qu'elles trouvent quelque chose à dire. » Eh bien, Macron, justement, il parle, et on a l'impression qu'au bout de 2 heures, il ne sait toujours pas ce qu'il a voulu dire. Voilà. Non. Mais ce qui n'empêche pas que c'est très brillant et très intelligent. L'autre jour, j'ai trouvé ça remarquable. Et notamment, je dois dire, il y a une prouesse pour moi qui restera dans l'histoire. C'est l'histoire de sa défense de sa ministre de l'Éducation nationale. Là, je m'étais dit, la malheureuse, elle est perdue définitivement, elle va sombrer. Et j'ai vu Macron, comme un avocat extraordinaire, Dupond-Moretti est enfoncé, vraiment défendre cette malheureuse qui était indéfendable, il faut bien le reconnaître, quelle que soit la position qu'on puisse avoir. Eh bien, c'est là où j'ai vu cette prodigieuse intelligence, mais comme quoi l'intelligence en politique, peut-être même qui va dégoûter de l'intelligence en politique. Le plus important en politique, justement, c'est ce que vous dites et c'est ce que vous prouvez aussi dans votre nouveau livre, c'est le romanesque. C'est ce qui manque à notre époque, c'est ce qui manque au personnel politique de maintenant, le romanesque. Le romanesque, c'est la poésie, c'est la musique de l'âme, c'est le recueillement, c'est réfléchir, c'est méditer devant un beau paysage ou devant ses enfants. Il y a toute une partie de la vie qui devrait se passer en méditation
soit devant la beauté du monde, soit devant la beauté des paysages qui sont complètement pourris par les éoliennes. Bon, c'est un autre problème. Mais enfin, toute cette méditation, eh bien, je crois que nous pouvons le retrouver dans le romanesque. Je crois que le rôle de l'écrivain, c'est d'apporter à la vie vraiment quelque chose qu'elle n'a pas, parce que la vie est décevante. La vie est décevante, nous sommes entourés de choses médiocres. Eh bien, je crois qu'il faut tenter d'élever son niveau pour nous faire aimer la vie. Je crois que le principal, quand vous lisez un livre de Tolstoï, ou un livre de Balzac, un livre de Stefan Zweig, ou un livre de moi, eh bien, vous en ressortez en vous disant, tiens, j'ai un peu mieux compris la vie et j'ai eu des raisons d'aimer la vie. Et en effet, quand on lit La maîtresse italienne, on est emporté par tous les vents de la fureur et de l'amour, et on est amoureux de la comtesse Mignacci grâce à vous. Merci beaucoup Jean-Marie Roire d'être venu nous en parler. Votre supplice n'est pas terminé puisque nous avons le quiz maintenant auquel il va falloir que vous répondiez. Vous avez vu cette salle ? Ça vous plaît pour votre pièce? Parce que je vous signale, mesdames et messieurs, qu'on donne une pièce à Paris de Jean-Marie Roire, une pièce un peu historique. Oui, puisqu'elle se passe en Indochine en 1950, s'appelle Le Bar de l'Oriental, et c'est bien sûr à la fois, comme dans tous mes livres, à la fois de l'amour et de l'histoire. Et c'était à quel théâtre? C'est au Théâtre Montparnasse. Au Théâtre Montparnasse, le Bar de l'Oriental. Et ça se joue là Là, dans 3 jours. Dans oui, 3 jours. Bon, écoutez, voilà. Et au Bar de l'Ermitage, on peut toujours boire le cocktail que vous avez créé, qui s'intitule « Ne pars pas avant moi », qui est un cocktail créé par Jean-Marie Roire. Et il y a du whisky, il y a je ne me rappelle plus la composition, mais... en tout cas, c'est excellent. Quand on l'a bu, on ne se souvient plus de rien. Voilà. Très bien. Et donc maintenant, nous allons terminer, avant que vous retrouviez Jean-Marie Roire qui va vous signer ses livres, nous allons le soumettre à la question. Exactement, aux 9 questions. Première question, je ne me rappelle jamais les questions, c'est pour ça qu'il faut que je me retourne. Pourquoi écrivez-vous des livres alors qu'il est si agréable de ne rien faire? Ça, c'est quelque chose, en effet, qui me préoccupe beaucoup parce que j'ai envié beaucoup de mes amis qui étaient l'après-midi, qui allaient au café des Deux Magots, qui s'installaient à une table et qui regardaient passer les filles. Ça, je dois dire, toute ma vie, je les ai enviés. Je me suis dit, j'aurais bien aimé m'installer à la table aux Deux Magots, non pas pour y écrire comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, non, simplement pour regarder les jeunes filles et discuter avec les passants. Et vous ne l'avez pas fait, vous avez écrit des livres. J'ai écrit des livres. Votre vie est un peu ratée, mais enfin, écoutez. Deuxièmement, de quoi avez-vous besoin pour écrire? Alors, pour écrire, j'ai besoin de plonger en moi-même pour essayer de retrouver mon âme. Alors, elle n'est pas toujours présente, mais quand même, il me semble qu'un écrivain sans âme, ce n'est pas un écrivain. Alors, il peut aligner des mots sans fin, c'est un polygraphe. Je ne veux pas vous dire les gens que je placerai dans cette catégorie, mais je crois que c'est important d'avoir une âme et que très souvent, il y a des gens qui suivent des cours, vous savez, qui ont un mot anglais, ça s'appelle quelque chose de writing, je ne sais pas quoi. Oui. Eh bien, et j'ai envie de leur dire, mais non, ne cherchez pas, ce n'est pas une technique, la littérature. Il faut simplement avoir une âme. Et si vous avez une âme d'artiste, à ce moment-là, les choses se feront toutes seules, en effet, en méditant beaucoup et en essayant de se perfectionner par la lecture des grands écrivains. C'est comme ça qu'on devient écrivain, c'est par la lecture, c'est par une sorte d'immersion au milieu des grands écrivains. Donc, il n'y a pas de technique. Le plus agréable, commencer ou terminer un livre? Alors, j'allais vous dire les deux, mon capitaine. Commencer un livre, c'est dans l'enthousiasme. On se dit, voilà, j'ai eu une idée. Attention, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce que c'est un bon sujet ou un mauvais sujet? Et il y a un enthousiasme formidable, l'enthousiasme du créateur, du démiurge. Il va faire sortir quelque chose de rien. Alors, il se prend un peu pour Dieu le Père, vous voyez, vraiment, c'est formidable.
Et puis, à la fin du livre, il y a aussi le moment où vous vous dites, vous avez beaucoup ramé pour essayer d'écrire ce livre, pour essayer de ne pas dire trop de bêtises, parce que ce sont les bêtises qui viennent tout de suite. Le génie vient après. Et à la fin, il y a un moment à la fois, comme les femmes qui viennent d'accoucher, il y a un moment, ce qu'on appelle le baby blues. Vous voyez. Il y a le moment où on se dit, tiens, voilà, le livre est terminé, et est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Alors là, c'était effroyable, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions tragiques. Est-ce que Stéphane Hoffman va m'inviter? Est-ce que, bon, voilà. Et bien, mais voilà, c'est après, en tout cas, c'est le début et c'est la fin. Si vous n'étiez pas écrivain, que seriez-vous? Écrivain. Écrivain ou je serais mort. Parce que vous savez, je ne l'ai pas assez dit parce que je n'aime pas le pathos. Non, mais je pense que la littérature m'a sauvé la vie. Elle a sauvé la vie parce que j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Vraiment, je suis nul en tout. Je n'ai pas mon permis de conduire. J'ai mon permis de conduire, mais je suis incapable de conduire. À la banque, je fais le désespoir des banquiers je ne comprends rien. Les formulaires contre lesquels s'insurgent les paysans, j'espère qu'ils vont tous disparaître parce que je n'y comprends rien. Je ne comprends même plus ce que disent les professeurs d'université, d'ailleurs, et n'en parlons même pas des formulaires administratifs. Donc, vous voyez, j'étais complètement... Heureusement, il y a eu la littérature qui m'a sauvé la vie. Eh bien, donc, je ne sais pas ce que c'est devenu. Le premier livre qui vous ait plu lorsque vous étiez enfant? C'est, je dois dire, le premier livre qui m'a fait découvrir la littérature, c'est Le Rouge et le Noir. Et là, je l'ai lu à 13 ans. Et sur Le Rouge et le Noir, là, je me suis dit, je voudrais vraiment pouvoir écrire des livres comme Le Rouge et le Noir, c'est merveilleux. Et alors, ça m'a enseigné quelque chose, Le Rouge et le Noir, sur le plan des descriptions sexuelles. Ça va vous surprendre, mais vous savez, dans Le Rouge et le Noir, lorsque Julien Sorel monte par une échelle dans la chambre de sa maîtresse, mademoiselle de la Mole, il rentre dans la chambre, il la prend dans ses bras, et là, il y a 3 lignes de petits points. Alors, ce n'est pas du Houellebecq, hein, c'est vraiment des petits points. Et moi, toute mon adolescence, ces petits points, mais je voyais chaque petit point, je le désignais par quelque chose. Vous voyez. Voilà. Eh bien, donc c'est un grand enseignement. Mes scènes d'amour, c'est le contraire du film de Ridley Scott, où on voit des empapahoutages incessants qui, à mon avis, tuent justement le charme de la vie amoureuse. Eh bien, j'essaie d'agir dans la suggestion de la volupté. Et c'est vrai que les 3 nuits d'amour du colonel Campbell et de la comtesse Mignacci sont très suggérés, on va dire, mais quand même efficaces. Le livre qui vous a donné envie d'écrire, c'est Le Rouge et le Noir. C'est Le Rouge et le Noir, oui. Le livre qui vous décourage d'écrire? Alors, aucun livre ne m'a découragé d'écrire, je veux dire pourquoi. Parce que je vois surtout l'intention. Je trouve que dans ce monde où les gens n'ont qu'une ambition, c'est de gagner de l'argent, c'est des ambitions de se faire valoir, des ambitions sociales. Je trouve que quelqu'un qui écrit ou qui peint, même si c'est pas très bon, après tout, quel est ton genre des gens qui jugent. Moi, je me juge moi-même, mais je ne juge pas les autres. Donc, même quand je vois un livre que je trouve pas terrible, eh bien, après tout, je me dis, ce livre, il y a eu une intention, quelqu'un qui a voulu faire quelque chose de bien. Et vous savez, comme j'ai dirigé des revues littéraires et j'ai vu cette chose affreuse de voir tous ces gens qui, chaque année, il y a 100 000 romans qui sont donnés aux éditeurs et qui ne sont pas publiés. Eh bien, je suis toujours du côté de ces jeunes écrivains, parce que moi, mon premier roman, à 20 ans, que ma mère avait trouvé un chef-d'œuvre, qu'elle avait tapé à la machine, eh bien, il a été refusé par 13 éditeurs. Donc, cette intention est pour moi importante et je crois qu'il ne faut pas mépriser les gens qui, justement, n'aboutissent pas ou qui sont même pas très bons. Votre personnage de roman préféré? Alors là, c'est une question... Oui, on vous laisse 1 heure de réflexion.
je dois dire, j'ai une passion pour Tolstoï, et Le Prince André, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Dans Guerre et paix, oui. C'est un personnage raisonnable. Et enfin, quel livre, dernière question, quel livre offririez-vous à un enfant? Alors, un enfant, pas en bas âge, un enfant qui sait lire à quelqu'un de 20 ans. Je lui offrirais un cadeau formidable, que je crois que chaque mère de famille ou chaque père de famille pourrait m'imiter, c'est de lui offrir le livre que j'ai écrit dans cette intention qui s'appelle « Ces amis qui enchantent la vie ». « Ces amis qui enchantent la vie », c'est un livre qui répertorie une centaine d'écrivains dont j'ai pris des extraits. C'est une anthologie de la littérature avec, disons, une introduction. Et c'est le livre que j'aurais aimé avoir quand j'avais 18 ans. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais lire maintenant? Alors j'allais dans une librairie, mais c'est impossible de savoir ce qu'il faut lire quand vous allez dans une librairie. Je demandais à des copains, voilà. Mais je me suis dit, et voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, en me disant, c'est le livre que j'aurais aimé avoir quand j'avais 18 ans. Ces amis qui enchantent la vie, paru chez Robert Laffont en 2015. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces conseils, Jean-Marie Roire, et vous allez retrouver vos amis à qui vous allez signer vos livres. Et nous, mesdames et messieurs, on se retrouve lundi prochain, le 12 février. Alors, notre invité sera le plus jeune invité qu'on ait jamais reçu. Nous l'avons déjà reçu il y a 5 ans. Il s'appelle Jules Sonnet. Il avait 12 ans à ce moment-là et il est dyslexique. C'est quelque chose que vous connaissez. Bon, et il est dyslexique, dysorthographique, enfin il a des problèmes vraiment pour suivre à l'école. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Une fourmi parmi les éléphants ». Nous l'avions reçu donc, quand il avait 12 ans. Il en a maintenant 17 et il a beaucoup changé. Et il a écrit le 3e volume de son autobiographie « Une fourmi parmi les éléphants ». Donc lundi à 18h, Jules Sonnet. Et puis le 15 février, nous recevrons Henri Guénaud pour un livre où il va nous expliquer que tout va mal, mais que tout ira mieux quand on l'écoutera. Eh bien, nous l'écouterons. Et puis le 1er mars, nous recevrons Michel Cotta. Voilà, mais maintenant, la soirée continue avec la comtesse Mignacci et son représentant Jean-Marie Roire. Merci, mesdames et messieurs. À bientôt. Vous savez, Bernard Shaw disait « Voir un écrivain après avoir lu un de ses livres, c'est voir une oie après avoir mangé du foie gras. » Ben, le foie gras, ce sont les livres.